Oui, donc on va couper nos micros. Je te laisse la parole. Hein. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup, Michel. Eh ben, déjà, je remercie déjà Michel hein, qui m'a proposé d'intervenir auprès de vous cet après-midi. Donc, en fait, dans une ancienne vie, Michel et moi avons travaillé ensemble. Et donc voilà, elle m'a demandé si je serais OK de faire une intervention qui pourrait effectivement vous intéresser. Et on a choisi ensemble de proposer cette thématique, sommeil et alimentation. D'accord? Donc, de voir un petit peu ensemble. Alors, moi, je vais essayer d'être à la hauteur des attentes de Michel et des vôtres. Hein. On verra à la fin, vous pourrez de toute façon me poser des questions, faire des remarques, enfin voilà, et puis on peut ouvrir un petit peu le débat. Je suis diététicienne de métier, donc je m'appelle Céline, je suis diététicienne nutritionniste, donc je suis, si vous voulez, formée à adapter l'alimentation en fonction des profils de personnes et en fonction un petit peu des conditions de vie, etc. Donc j'ai un cabinet où je reçois des patients et puis je fais pas mal de formations à côté. Alors, cette thématique, elle a été choisie effectivement dans le but de vous intéresser et puis bien sûr aussi de vous offrir peut-être quelques pistes de réflexion pour vous aider en tant qu'aidant. Alors, c'est vrai que je ne connais pas vos statuts, mais voilà, a priori, souvent un statut d'aidant. Donc, forcément, un sujet qui vous intéresse, qui vous parle, puisqu'on sait que vous avez, même par rapport aux autres, encore moins de sommeil, moins d'heures de sommeil. Hein. Il y avait Enfin, j'ai le chiffre tout à l'heure, vous verrez dans la projection, mais on sait que vous dormez encore un petit peu moins, malheureusement, que les autres, et avec une fatigue qui s'accumule. Donc, moi, je vais essayer de vous apporter vraiment un éclairage alimentation, hein, bien évidemment, avec quelques conseils au départ sur le sommeil. Mais vous allez voir qu'effectivement, les deux sont liés. Alimentation et sommeil sont étroitement liés. D'accord? Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, moi, ce que je vous propose, surtout n'hésitez pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple quand on est un petit peu plus nombreux comme ça. Surtout, n'hésitez pas à prendre des notes, à me dire effectivement, alors je vais juste voir si vous avez, parce qu'effectivement, je ne vois plus personne. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit le monsieur là, avec les fesses en l'air. Avec les fesses en l'air. Alors, attendez, je vais juste, je vais essayer moi de faire un autre écran pour quand même vous avoir, parce que sinon je ne vous vois plus du tout. Je vais voir si en faisant comme ça, je récupère quand même certains d'entre vous. Oui, voilà, j'ai quand même quelques visages, histoire de voir que je ne vous ai pas endormi justement. Hein, le but est de vous garder avec moi. Alors, effectivement, le monsieur a les fesses en l'air. C'est vrai que j'aurais pu choisir un mignon petit bébé, puis finalement ce barbu, moi, il m'a bien plu. Alors finalement, ce sera un barbu pour introduire. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue et à tous. Hein, je crois qu'il y a un monsieur aussi, mais je ne l'ai pas vu. Hein, peut-être que je n'ai pas vu tous les visages. On va passer environ une vingtaine de minutes, en tout cas le premier tiers de la présentation, à parler du sommeil. À quoi sert le sommeil, comment est constitué le sommeil, à quoi il sert bien sûr, et puis on va aussi un petit peu parler de la qualité du sommeil et de comment améliorer son sommeil. Vous verrez, la plupart des conseils que je vais vous donner sont des conseils de bon sens que vous avez déjà tous bien entendus, mais ça permettra à nouveau de se le rappeler. C'est le but aussi un petit peu de ces conférences et de ces formations, c'est de bien et puis finalement d'autres. Et en partie, on parlera de cette réciprocité et de ces influences réciproques entre alimentation et sommeil. Et enfin, on ira vraiment dans le cœur du sujet pour parler de la bonne alimentation pour avoir un sommeil de qualité. D'accord? Alors, je vous propose vraiment, comme dit, je vais un peu garder la parole, c'est pas très poli, mais je vais essayer de garder la parole en première partie. Et puis, quand je m'arrêterai, eh ben, ce sera le moment des échanges. On pourra vraiment discuter ensemble. Hein? D'accord? D'accord. Allez, je démarre. Le sommeil. Alors, présentation, c'était quand même de vous rappeler ce qu'était le sommeil. Hein. Heureusement, on le rencontre quand même tous, plus ou moins, et puis il est évocateur de plus ou moins de belles choses ou un petit peu angoissantes, mais
Vous savez ce qu'est le sommeil, c'est un état naturel récurrent de perte de conscience, mais où on garde des réceptions sensitives du monde extérieur, hein, puisqu'on entend quand même un peu ce qui se passe et on est sensible au contact. Et le sommeil est accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire, survenant à intervalles réguliers. Nous, comme les animaux, on répond à un rythme qui s'appelle le rythme circadien, puisqu'en fait, on alterne tout le temps des périodes de veille et de sommeil. D'accord? On ne peut pas se passer de sommeil, on va tout le temps passer d'un état à l'autre. Alors, ce fameux cycle circadien, comment il se passe? On parle de nuits normales, lorsqu'elles sont entrecoupées de différents cycles. Chaque cycle dure environ 1h30 de sommeil. Et vous allez faire dans une nuit complète 3 à 5 cycles en général. Hein. Vous voyez, alors 3 cycles, c'est pas beaucoup. Hein. Vous voyez que c'est à peine 4h30 de sommeil. Et 5 heures, c'est un peu. Voilà. Et si vous faites 5 cycles, eh ben, c'est que vous faites à peu près 6h30 de sommeil. D'accord? Donc, c'est à peu près un cycle normal. Chacun des cycles va passer par 2 phases de sommeil, le lent et le paradoxal. Alors, le sommeil lent, c'est la première phase de sommeil. Hein, c'est en général ce qu'on appelle aussi le sommeil profond. Il va vous permettre celui-ci la récupération. Plus les cycles vont avancer, plus ce temps de sommeil lent va devenir court, au profit du deuxième sommeil qui est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Là, on sommeille de façon plus agitée. Le cerveau se remet un peu plus en action, en activité. C'est là en général que vous allez vous mettre à faire des rêves. Hein. Donc c'est pour ça que le matin, quand on se réveille, on a souvent l'impression qu'on était en plein rêve parce qu'effectivement, on était en sommeil paradoxal. Il est essentiel aussi, hein, puisque vous ne faites pas que rêver, vous allez aussi mémoriser les événements de la journée. Il dure moins longtemps que le sommeil lent, mais en fait, il va lui, par contre, être de plus en plus lent. Donc le sommeil lent va se raccourcir au profit du sommeil paradoxal qui, lui, va gagner du terrain au fur et à mesure de vos cycles. C'est comme ça que vous dormez. Pourquoi c'est important de parler de ce cycle? Eh ben, c'est parce que quand vous faites ces 1h30, c'est comme ça aussi que vous sentez que quand vous vous réveillez entre 2 cycles, quand vous loupez le train du cycle suivant et que vous partez dans vos pensées, dans un petit peu de stress, dans peut-être des préoccupations plus quotidiennes, vous avez tendance à louper un train qui fait que pendant pratiquement 1h, 1h30, vous n'arrivez plus à vous rendormir. D'accord? C'est un petit peu là que ça devient compliqué. Hein. C'est effectivement, c'est ce temps-là, hein, d'accord? Donc c'est vrai que c'est pas évident. Il faut essayer au maximum de ne pas paniquer en se disant que le cycle va réapparaître, mais que malheureusement, c'est vrai qu'on se retrouve un peu parfois avec le sentiment d'être en plus très réveillé et de se dire mais je pourrais presque me lever moi finalement. Hein. Donc il faut un peu patienter. La durée du sommeil, bon ben là, on a des besoins très très variables selon l'âge. Bien sûr, hein, puisqu'on ne dort pas pareil entre son enfance, son adolescence, l'âge adulte, le moment en général fatidique où on devient parent, hein, où on ne dort plus de la même façon. Et puis en vieillissant aussi, le sommeil subit des modifications. Hein, on ne va pas avoir le même sommeil avec l'âge. L'adulte moyen a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Et bien évidemment, vous le savez, chacun son rythme. Il y a des petits dormeurs qui, avec 5-6 heures, se sentent très bien. Et des dormeurs qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui ont besoin de dépasser parfois 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Peu importe, j'allais dire, toujours est-il qu'il y a quand même un minimum à respecter et les professionnels s'accordent à dire qu'en dessous de 4 à 5 heures de sommeil, on commence quand même à être en vraie dette de sommeil et qu'il ne faut pas non plus s'abrutir par au-delà de 8h30, 9h, c'est trop aussi. Donc finalement, la juste fourchette serait entre 5 et 5 et c'est par contre qu'en France, le français, mais je pense que c'est d'ailleurs assez européen comme problème, voire mondial, on dort moins qu'à l'époque. Hein. Il y a une insuffisance de sommeil qui est bien installée et les Français accumulent une dette de sommeil. Pour vous montrer un petit peu, en 2009, le temps de sommeil moyen en France était de moins de 7 heures en semaine et de 7h50 le week-end, soit une réduction de près d'1h30 en un demi-siècle. Donc c'est quand même beaucoup, on dort quand même vraiment moins qu'avant. On en parlera après, hein, certainement, faute aux outils, faute à Internet, à tous ces écrans, peut-être aussi, qui nous maintiennent éveillés plus longtemps, etc. Et à des vies qui ont changé aussi de rythme.
D'après une université américaine, et c'est là effectivement avant que je vous en parlais, les aidants, eux, perdent en moyenne 2,5 à 3h30 de sommeil par semaine. Donc, les aidants, malheureusement, cumulent une dette de sommeil sur la dette de sommeil que cumule tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui forcément peut devenir préoccupant. Alors, comment marche le sommeil? Pour vous expliquer un petit peu ce qui fait qu'on s'endort. Hein. Alors, le marchand de sable, c'est ce qu'on raconte à nos enfants. En vrai, c'est pas si éloigné. On pourrait dire que le marchand de sable, c'est la mélatonine. D'accord? La mélatonine, c'est une hormone qui va réguler les rythmes chronobiologiques. C'est une hormone qui est sécrétée dans le noir, en l'absence de lumière. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'endormira beaucoup plus facilement dans une chambre sombre, très sombre, pour qu'en fait le cerveau visualise la baisse de lumière et puis se mette à sécréter de la mélatonine. C'est ce qu'on ressent tous aussi en ce moment, hein, vous avec un petit décalage parce que vous êtes plus à l'ouest que moi, mais on ressent effectivement le fait que le soleil se couche tôt et que le soir, ben, on a des coups de pompe très rapidement en fin de journée parce que moins de luminosité. Hein. L'horaire de sécrétion de la mélatonine dépend en partie de facteurs génétiques. Hein. Donc, il y en a qui sont du soir, ils disent moi je suis du soir, moi je suis du matin. Hein. Il y en a qui aiment rester éveillés très tard le soir et d'autres qui sont et puis qui aiment faire des grasses matinées ou à l'inverse, se coucher tard le soir, se lever tôt le matin, chacun son rythme. Mais il faut savoir que cette sécrétion d'hormones est aussi stimulée. D'accord ? Il y a des stimuli extérieurs, tels que donc la luminosité, on l'a vu, hein, une chambre noire ou une pièce vraiment noire, l'apport alimentaire, et ce sera tout l'objet de notre deuxième partie, la production de chaleur. Alors c'est vrai que dans les endroits un peu chauds, on va avoir tendance à un peu parfois avoir un petit coup de pompe, à avoir une baisse de vigilance. Et l'entraînement social. C'est sûr que si je suis à table entraînée par des amis autour d'une tablée, bon, ce qui nous est moins arrivé ces derniers temps à tous, hein, mais l'entraînement social fait aussi effectivement qu'on va plus ou moins vite s'endormir. Là, je pose tout doucement les bases de la problématique qui va un petit peu nous occuper aujourd'hui, c'est de se pencher sur les conséquences d'un déficit de sommeil. Qu'est-ce qu'engendre un déficit de sommeil? Eh bien, le problème, c'est que ça joue sur pas mal de choses. Ça engendre, ici, vous le voyez, je vous montre avec la petite croix, un risque accru de maladies cardiovasculaires, on le sait. Il y a un lien entre maladies cardiovasculaires et dette de sommeil. On a un risque plus élevé d'obésité abdominale. Alors, l'obésité abdominale, c'est simplement la graisse qui se localise autour de la ceinture. Hein. Plus de graisse, donc plus de ventre au niveau de la ceinture. On a effectivement plus de risque de surpoids et d'obésité. Ça, effectivement, moi, je l'observe. Hein. Très souvent, dans ma patientèle, les gens fatigués sont très souvent des gens qui prennent du poids. Hein. Il y a un problème de prise de poids quand ils ne dorment pas assez. Vous le verrez, je vous expliquerai après pourquoi. Il y a un risque augmenté du coup de diabète aussi, puisque c'est effectivement un syndrome métabolique qui se met en place. On a une perte d'immunité. Le corps va être moins capable de se défendre contre les virus. Hein. On en parle beaucoup de l'immunité en ce moment, de la capacité qu'a le corps à se protéger, à se défendre. Donc, une baisse de l'immunité, une baisse de la vigilance, donc plus de risque d'accident aussi hein, au volant, mais ça peut être aussi des accidents domestiques. On est fatigué, du coup, on sort un plat du four sans penser à mettre un gant et on se brûle. On va se couper plus facilement en cuisinant, etc. Jusqu'à aussi, malheureusement, un risque de dépression, puisqu'il va y avoir une atteinte du déficit du sommeil sur l'humeur, sur l'irritabilité, sur la déprime. On voit les choses un petit peu moins bien quand on commence à fatiguer. Alors, je vais faire juste une petite pause parce que comme je ne vous vois pas tous, moi, ça me perturbe. Je vais revenir dans 2 secondes. Voilà, j'ai encore tout le monde qui est là, les yeux grands ouverts. C'est rassurant. Parce que je ne vous voyais plus du tout. Je vois un petit peu les cheveux d'Emmanuel, c'est tout ce que je vois. Mais effectivement, voilà. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Oui, 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 on écoute. D'accord, très bien. Alors effectivement, je continue et puis comme dit, notez surtout les questions si vous en avez ou si vous avez envie après de nous raconter une anecdote, ce sera intéressant. Hein. Juste une question, Céline. Est-ce que tu peux nous envoyer
Tu peux nous envoyer le PowerPoint? Maintenant, Michel? Non, pas maintenant, après. Oui, je peux le faire, je te l'envoie, bien sûr. Je peux le transmettre aux gens qui étaient présents. Bien sûr, comme ça, vous aurez voilà, quelques chiffres et des annotations. Bien sûr, je te le transfère, Michel. Ok, merci. Pas de souci, je le fais. Je le ferai. Allez, alors je continue, je repars. Je vous verrai de nouveau un peu moins. Allez. Donc, voilà pour les conséquences du déficit de sommeil. Donc, vous voyez qu'effectivement, on se retrouve quand même avec pas mal de conséquences négatives. Hein. Il n'y a aucun effet positif à manquer de sommeil, malheureusement. Hein. On pourrait essayer de voir les choses avec le verre à moitié plein, mais non, le déficit de sommeil, c'est embêtant. Alors, là, je vous ai récapitulé, pour avoir travaillé aussi pas mal avec une sophrologue, justement sur ces aspects de sommeil, et puis à la clinique du sommeil sur Strasbourg, les règles de base. Alors, bien sûr, comme dit, là, pas de surprise, vous n'allez pas apprendre des choses que vous ne soupçonniez pas, mais par contre, je trouve que c'est toujours bien, quand on a pris un peu de temps, comme vous faites aujourd'hui, pour se poser, puis à nouveau prendre un peu de recul sur sa façon de vivre. Voilà, je vais vous redonner des conseils. Il y en a peut-être un ou deux, vous allez vous dire, tiens, c'est vrai que ça, je pourrais recommencer ou peut-être le mettre en place. Pour mieux dormir, la règle numéro 1, c'est qu'il faut une chambre qui est faite pour bien dormir. Ça peut paraître bête, mais il faut une chambre aérée. Hein. Alors, d'autant plus en ce moment, hein, avec le Covid, c'est vrai qu'il faut penser encore plus à aérer nos habitations et à bonne température. D'accord? Vous le savez, une chambre trop chaude, c'est pas bon, une chambre trop fraîche non plus. L'idéal étant une température de 19 degrés. Donc, c'est quand même déjà un petit peu frais comme ambiance. Hein. La règle numéro 2, c'est un lit fait pour bien dormir. Donc, privilégiez aussi les matières naturelles, hein, les couettes avec des plumes d'oie, de canard, etc. Et le moins possible de synthétique. Et bien évidemment aussi un matelas qui vous permet d'être dans des bonnes positions et qui vous fait bien dormir. La règle numéro 3, c'est de favoriser de l'activité physique en journée. Alors là, vous verrez, je vais me répéter 2 ou 3 fois pendant la conférence parce que je vais beaucoup insister. L'activité physique, ça va vous permettre en fait de vous dépenser physiquement et d'appeler une respiration qui va assurer un apport d'oxygène à toutes vos cellules, y compris vos cellules nerveuses. Ce qui fait qu'en fait, la dépense physique, la fatigue physique, va venir remplacer une fatigue nerveuse. Or, la fatigue physique fait qu'on dort bien. On a justement pensé aux premiers écrans que je vous ai présentés. On a une qualité de sommeil puisque vous aurez un vrai sommeil profond, récupérateur, alors que la fatigue nerveuse vous met plus souvent en sommeil paradoxal, sommeil agité. D'accord? Plus vous allez faire de l'activité physique, mieux vous allez dormir. Vous allez trouver le sommeil plus facilement et vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité. Et la règle numéro 4, là on va un petit peu s'arrêter aussi dessus, c'est de pratiquer la sieste. Eh oui, alors là je vous ai empêché de la faire ou peut-être que vous l'avez faite juste avant, mais la sieste, alors je vais vous donner quelques conseils pour bien la faire. Je vous ai écrit ça sous forme de commandement. Hein. Alors je vous ai noté, tous les jours de courte sieste tu feras, plutôt que le dimanche une longue sieste de 3 heures. Alors c'est vrai que ça on l'entend souvent. Les gens veulent compenser une dette de sommeil en faisant une grosse sieste le week-end. Samedi après-midi, 3 heures sur le canapé, dimanche aussi, etc. C'est beaucoup moins efficace que la petite pause, beaucoup plus courte, mais un petit peu plus quotidienne. D'accord? À la même heure, tu te reposeras. Donc, il faut savoir que notre corps, finalement, notre organisme fonctionne énormément des rythmes biologiques. Plus vous entraînez votre corps à répondre comme un métronome, hein, j'allais dire comme un coucou suisse, à vos attentes, à vos besoins, plus vous arriverez à le mettre à chaque fois en situation et ce sera de plus en plus simple. Donc, c'est vraiment de vous dire, dans le fond, je peux me reposer presque tous les jours vers 13 heures. Eh bien, à 13 heures, tous les jours, j'essaye de m'allonger. Ton réveil, tu programmeras sur 20 à 25 minutes. Hors de question de partir dans un sommeil profond, d'accord? Hors de question d'avoir du mal à se réveiller et éventuellement même aussi de retarder l'endormissement du soir. Donc, ce sont des courtes siestes. Hein. Vous avez déjà entendu plusieurs fois des anecdotes. Je ne sais plus quel est je ne sais plus si c'était un peintre qui disait qu'il s'endormait avec une cuillère dans la main et que quand la cuillère lui échappait des mains, il se réveillait. Et que dans le fond, c'était ça la sieste éclair. Et petit point numéro 4,
De la patience tu auras, tes siestes s'amélioreront au fur et à mesure. Plus vous allez pratiquer la sieste, plus vite vous vous endormirez. D'accord? Donc là, ça va être effectivement des effets vraiment très récupérateurs et vous allez pouvoir, même si vous ne vous endormez pas vraiment, vous reposer et sentir que l'après-midi est plus gérable. Alors, on en a terminé pour la présentation de notre sommeil, son rôle, les conséquences d'un déficit de sommeil. Alors effectivement, comme dit, hein, Michel m'a demandé mon support et bien évidemment, je vous le transmettrai. Donc, vous pourrez relire tout ça aussi et puis vous redocumenter. Hein. Sommeil et alimentation, influence réciproque. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je manque de sommeil? Alors, vous pouvez prendre la boucle finalement dans n'importe quel sens. Vous pouvez démarrer ici, démarrer ici, démarrer ici, elle est toujours juste. Mais on va la prendre ici, d'accord? En général, quand même du début. Je dors mal et insuffisamment. Je fais des insomnies. Je fais ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil, qu'on abrège avec le SAS, syndrome d'apnée du sommeil. Beaucoup de gens font de l'apnée du sommeil sans le savoir. On pourra en parler si vous le souhaitez à la fin. Les ronflements, qui sont aussi signes d'un problème un peu respiratoire. Le réveil aux aurores. Hein, je me réveille à 5 heures et plus moyen de me rendormir. Résultat, je me sens un peu fatiguée. Je suis vaseuse. J'ai des coups de pompe tout au long de la journée. Je bâille. J'ai des difficultés à me concentrer. Et bien, le résultat, c'est que j'ai plus souvent faim et je vais avoir très probablement des envies de sucre. Pourquoi? Parce que mon corps, il est pragmatique. Mon organisme, c'est un pragmatique. Il va se dire, bon, je suis crevée. J'ai pas d'essence, j'ai pas d'énergie. Visiblement, c'est pas encore l'heure où elle me couche, c'est pas encore le moment où on peut aller se reposer. Donc finalement, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais chercher de l'énergie. Et l'énergie, elle se trouve dans les calories. D'accord? Les calories, c'est de l'énergie. Et le corps, comme il est plutôt bien fait, il va avoir le réflexe, non pas de vous dire saute sur ces radis et ces tomates cerises que tu as au frigo, il va plutôt vous dire cherche les petits gâteaux là, tu sais que tu as dans le placard, et puis donne-moi un petit peu d'énergie, donne-moi un petit peu de sucre pour que je reparte, parce que moi je suis crevée. Et donc vous allez avoir des envies de sucre beaucoup plus fréquentes, des fringales et des à-coups de glycémie. Hein. La glycémie va monter, redescendre avec tous ces à-coups de sucre. Et c'est là que vous risquez le surpoids, les maladies métaboliques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et tous les, malheureusement, j'allais dire, les complications du poids, d'accord, de la prise de poids. Alors, je vais revenir vous voir. J'ai plus que Michel. Et encore, Michel a coupé sa caméra. Voilà, je vous vois. Ça va jusque-là? D'accord? Parce que maintenant, je vous ai en fait présenté jusqu'ici, si vous voulez, un petit peu le décor. C'est-à-dire que l'idée, c'était de vous dire, voilà ce qui se passe quand je dors mal. Voilà comment peut-être faire pour dormir mieux d'un point de vue vraiment sommeil, hein, les habitudes de sommeil, les bonnes habitudes à prendre, la sieste, etc. Et maintenant, on va voir en partie plus importante comment manger pour avoir un bon sommeil, d'accord? Et de voir comment finalement je peux tout au long de la journée préparer un meilleur sommeil. Alors, je repars là-dessus. Ici, une des clés, c'est d'adopter une alimentation équilibrée. C'est vrai que la base, effectivement, d'un sommeil de qualité, c'est une alimentation équilibrée. Mais qu'est-ce qu'on entend par alimentation équilibrée? Que si on va sur Internet et qu'on cherche à bien se nourrir, aujourd'hui, on va plutôt avoir tout et son contraire. On va vous entendre parler de régime, on va entendre parler de diète, on va entendre parler de jeûne, on va entendre parler de plein de choses. Et il y a énormément de croyances alimentaires, de modes alimentaires, etc. La règle vraiment, alors là en tant que diététicienne, j'insiste là-dessus, la règle c'est l'équilibre. Le corps aime l'équilibre. Il n'aime ni les excès, ni les privations. Il aime, c'est un vrai funambule, il aime qu'on lui donne un peu de tout, d'accord? Dans des proportions raisonnables à chaque fois. Alors, je vous ai mis quelques idées clés pour adopter une alimentation équilibrée. Tout d'abord, c'est de donner une importance forte à tout ce qui est végétal. Là, je l'oppose simplement aussi à tout ce qui pourrait être animal. Beurre, crème, fromage, charcuterie, les viandes rouges notamment.
on est plutôt dans des catégories où il faut essayer de maîtriser l'apport, de ne pas trop en consommer. D'accord? Par contre, il faut faire la part belle à tout ce qui est végétal, les légumes. Alors les légumes, en tant que nutritionniste, je peux que vous inciter à en manger encore et à en manger de façon systématique à chaque repas. Cru, cuit, en alternance, mais de manger beaucoup de légumes. D'accord? Les légumes secs aussi, très important dans l'équilibre alimentaire, 2 fois par semaine, c'est recommandé. Hein. Alors les légumes secs, pour vous resituer ce que c'est, hein, on est dans les fèves, on est dans les haricots, on est dans les flageolets, dans les lentilles, d'accord? Moi, en tant que nutritionniste, je ne les considère pas vraiment comme des légumes parce que comme on leur a retiré toute leur partie aqueuse, toute l'eau qu'elle contenait, l'aliment est très concentré en énergie. Donc attention, quand vous mangez une énorme assiette de lentilles, vous pouvez très bien mettre avec des carottes ou des haricots verts, hein, d'accord, pour avoir les légumes et les légumes secs qui vont venir là remplacer plutôt vos féculents. Les pâtes, le riz, le blé, le boulgour, les pommes de terre, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des choses où vous pouvez insister. Légumes, légumes secs, huile végétale. Alors les huiles végétales, moi, je vais vous donner un conseil très, très simple, rentable en plus, parce qu'il y a des huiles à tous les prix qui sont en plus compliquées à conserver parce qu'elles vont avoir tendance à rancir, il faut les conserver au frigo pour certaines d'entre elles. N'en achetez que 2, olive et colza. D'accord? L'huile de colza pour le froid, donc pour tout ce qui est assaisonnement, et l'huile d'olive pour la cuisson. Vous alternez régulièrement ces huiles-là et vous êtes sûr d'être dans un rapport d'oméga, hein, vous savez, les oméga 3, 6, 9, hein, on en entend souvent parler, ils sont bons pour notre santé. Et bien, en ayant huile d'olive et huile de colza, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pas besoin d'en acheter d'autres. Alors, bien évidemment, si vous voulez vous faire plaisir à acheter des huiles de lin, de noisettes, d'autres huiles, etc., il n'y a aucun problème. Hein. Enfin, vous pouvez varier vos huiles. Mais si vous ne devez en avoir que 2, olive et colza. Et enfin, un autre ingrédient aussi dans les végétaux, bien sûr, c'est les fruits. Alors, on ne mange pas autant de fruits qu'on mange de légumes. Attention au message 5 fruits et légumes par jour. Ils auraient mieux fait de dire 3 légumes, 2 fruits. D'accord? Parce que les fruits sont quand même très riches en sucre aussi. Donc, essayez de privilégier les légumes, mais de manger au moins 1 à 2 portions de fruits par jour, surtout en ce moment, surtout en hiver, surtout avec le Covid. N'hésitez pas à manger un peu plus de fruits qui vont vous rebooster en termes de vitamine C et gonfler votre immunité. Hein. Les astuces aussi, c'est d'avoir une certaine richesse en fibres, en aliments complets. Alors là, je vais m'arrêter juste une petite seconde pour vous expliquer ce qui s'est passé dans nos assiettes ces dernières décennies. On a voulu consommer des aliments plus blancs que blancs, du riz blanc, des pâtes très claires, du pain blanc, etc. Ce n'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue, parce qu'on s'est passé, si vous voulez, de toutes les fibres et de tous les minéraux qui étaient autour. Quand vous avez par exemple un grain de riz complet, certes il est brun, parce qu'autour de votre germe, vous avez encore une écorce et vous avez encore une enveloppe. D'accord ? De consommer cette enveloppe et l'écorce, etc., c'est bon pour nous. Alors, bien sûr, c'est parfois pas digeste, hein, ça stimule un petit peu les intestins, mais en tout cas, on bénéficie de toutes les fibres et de tous les minéraux. Mais dans nos industries agroalimentaires, on a voulu rendre les aliments plus blancs que blancs, et donc votre riz, hein, oncle Ben, c'est devenu très très blanc, où il n'y avait plus rien dessus. Eh bien, il a perdu de sa valeur nutritionnelle. Donc, si vous voulez manger équilibré, n'hésitez pas à racheter du pain complet, des pâtes au blé complet, du riz complet. Et si vous n'aimez pas trop le goût ou si les enfants rechignent, n'hésitez pas à faire semi-complet, qui est déjà très intéressant nutritionnellement. D'accord ? Alors, tous ces glucides complexes, les pâtes au blé complet, le riz complet, les légumineuses aussi, hein, c'est-à-dire les légumes secs dont on parlait tout à l'heure, ça va donner un coup de pouce à la sécrétion de sérotonine. La sérotonine, c'est un vrai boostant pour la journée, ça aide à avoir le moral, hein, c'est un peu des hormones du plaisir, on va dire, et c'est aussi et surtout un précurseur de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est la fameuse hormone qui va vous aider à vous endormir. D'accord ? Comme dit, notez vos questions, hein, je vous fais des petites pauses pour que vous ayez le temps de la noter si jamais.
Donc, importance donnée aux végétaux, importance de consommer des fibres et des aliments complets. Mais on va aussi chercher à diminuer certaines choses qui sont nos ennemis pour pour l'équilibre alimentaire. Hein. On va essayer de diminuer la consommation de viande. Un petit peu aussi là-dessus. Je vous ai mis comme ça pour le petit clin d'œil que c'était bon pour la planète et pour vous. Alors j'ai un chiffre qui est assez parlant par rapport à la consommation de viande, c'est que si on consommait dans les autres pays autant de viande que les Français, il nous faudrait l'équivalent de 7 planètes pour y arriver. D'accord? Donc, étant donné qu'il faut quand même un petit peu qu'on se tourne vers le reste du monde, sachez que c'est une bonne chose de consommer moins de viande. Ça ne veut absolument pas dire tomber dans du végétarisme ou alors dans une alimentation végane, pas du tout. Mais l'idée, c'est d'en manger moins souvent, mais peut-être de meilleure qualité, de choisir des morceaux d'un boucher où vous connaissez bien la filière, de choisir éventuellement de temps en temps des produits bio, on va en parler aussi un petit peu après. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à baisser la consommation de viande. Alors quand on parle de viande, c'est vraiment viande rouge, principalement bœuf, veau, et porc. Par contre, n'hésitez pas à aller vers la volaille, ça, c'est pas un problème, vers les poissons pour avoir des protéines de qualité. Alors vous, en plus, vous êtes quand même un petit peu mieux servi que moi en Alsace, là. Mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas à consommer du poisson 1 à 2 fois par semaine à la place de la viande et aussi des repas de temps en temps végétariens. C'est-à-dire que rien n'empêche de faire un repas avec des lentilles, par exemple, où il y aura aussi un peu de protéines, et puis des carottes. On n'est pas obligé à chaque fois de mettre de la viande au menu. Pour le poisson, les recommandations, sachez-le quand même, c'est 1 à 2 fois par semaine. On essaye de ne pas faire beaucoup plus parce que nos poissons sont contaminés avec des métaux lourds. Donc, plus que 2 fois par semaine, on a un petit peu peur au niveau des agences de sécurité sanitaire qu'il y ait plus de préjudice que de bienfaits. Donc, n'exagérez pas non plus la consommation de poissons. Les œufs, vous pouvez en consommer, c'est une protéine d'excellente qualité. Vous pouvez effectivement vous tourner vers les œufs aussi, une omelette et puis une portion de légumes, c'est parfait. Donc, on diminue la consommation de viande et on diminue aussi la consommation des graisses animales en général. Le beurre, la crème, les charcuteries, tout ce qui va être effectivement frit aussi, donc les frites, etc., mais aussi tous les autres aliments que vous passez dans un bain d'huile, les panures, les sauces, faites à base d'huile, etc. Surtout, essayez de les diminuer, d'accord? On verra après, a fortiori quand c'est le soir, mais même pour toute la journée, c'est pas forcément bon. Ce sont des graisses qu'on appelle saturées. Donc, ce sont des graisses, en fait, qui vont vous faire des dépôts au niveau de vos artères. C'est ce qu'on appelle les plaques d'athérome. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, mais ces plaques d'athérome peuvent être dangereuses pour la santé. On va diminuer aussi les aliments ultra transformés. Alors là, qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé? C'est très simple. C'est dès que vous avez des longues listes d'aliments, d'accord? Dès que vous tournez un produit, des petits gâteaux. Allez, je prends l'exemple des petits gâteaux. Vous voulez acheter des petits gâteaux pour les 4 heures, etc., pour en avoir à la maison. Eh bien, sachez que dès que vous avez une liste qui dépasse 7, 8 ingrédients, une petite dizaine d'ingrédients, surtout reposez-le. D'accord? Vous êtes en face d'un aliment ultra transformé où il va y avoir des additifs dont on se passerait bien, mais aussi toutes sortes de sucres qui ne sont que des reconstitutions chimiques, d'accord? Que vous ne connaissez même pas dans vos placards, mais qui sont pleins effectivement de ces produits-là. Donc, les aliments ultra transformés, on est de plus en plus persuadés que c'est ce qui cause grandement les problèmes de poids dans nos sociétés. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pratique. J'avoue, j'ai 3 enfants, je sais ce que c'est. On est tenté de se dire, bon, allez, on met le petit paquet de gâteaux dans le sac, c'est quand même plus pratique. Surtout, prenez 5 minutes pour faire un cake au yaourt ou je ne sais pas, des choses très, très simples, mais où vous maîtrisez un petit peu ce que vous mettez dedans. Diminuez aussi l'alcool. Alors, les fêtes arrivent, je ne vais pas vous embêter pour Noël. On en a bien besoin en plus cette année de passer un Noël dans les meilleures conditions. Donc, j'espère que le crément, le champagne va couler à flot, je vous le souhaite. Mais dans le reste, pour le quotidien, diminuez l'alcool. Vous verrez, on va en reparler. Vous avez vu que l'OMS préconise maintenant 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. C'est la nouvelle nuance qu'ils ont introduite. Avant, vous entendiez toujours qu'on pouvait boire 2 verres pour les hommes, 1 verre pour les femmes, et puis c'était bon. Ils disaient rien d'autre. Et maintenant, ils disent pas tous les jours. Donc, on essaye vraiment de chercher
à ce que les gens diminuent globalement leur consommation d'alcool. Qu'on le veuille ou non, alors on est des Français, on a du bon vin, c'est évident, mais qu'on le veuille ou non, notre corps n'aime pas l'alcool. Notre cerveau n'aime pas l'alcool, notre foie n'aime pas l'alcool. Notre œsophage n'aime pas l'alcool, notre langue non plus, notre bouche. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un gros intérêt à diminuer la consommation d'alcool. Et puis en dernier, mesdames, alors je sais qu'il est bientôt 4 heures et que ça ne va pas vous arranger, mais on va essayer de diminuer les sucres en général. Quand je parle du sucre, je parle des sodas, des gâteaux, des viennoiseries, des glaces, du chocolat, des bonbons, des pâtisseries. Hein, tout ce qui est un peu plus rentré dans nos placards ces derniers temps, là, Noël oblige. Donc, sachez que tout ce sucre-là doit rester exceptionnel et pour le plaisir. Il n'apporte rien d'autre que du plaisir. Alors, vous me direz, c'est déjà ça, mais malheureusement, il a des conséquences très, très néfastes. Il est mal métabolisé par notre corps, il est stocké. Et en plus, sur la qualité de notre sommeil et de notre vigilance la journée, il nous donne des à-coups qui fait croire qu'on est un peu plus réveillé parce qu'on vient de manger un peu de sucre. Et puis, finalement, l'instant d'après, le coup de pompe va être exacerbé, exagéré, parce qu'il y aura eu cette prise de sucre. Alors, il ne veut plus. C'est moi qui ne veux plus. On va soigner aussi très fortement son dîner quand on veut avoir un repas, une nuit, particulièrement sereine, détendue et si possible récupératrice. Faites attention à ce que vous mangez. Évitez, vous le savez, les repas trop gras, trop copieux et trop alcoolisés. L'alcool est un faux ami. L'alcool, en fait, est un désinhibant et un décontractant musculaire en première intention. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on boit un verre, c'est vrai, on le ressent tous, on est plutôt un peu plus détendu après qu'avant. D'accord ? On a l'impression même un peu que le corps nous envoie quelques signaux de fatigue. On peut même s'imaginer que l'alcool nous aide à dormir. C'est complètement faux. L'alcool va au contraire, après, vous gâcher le sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir de la déshydratation, surtout si vous avez un repas bien arrosé. Hein. Parfois, on se lève la nuit, soit pour aller aux toilettes, mais aussi souvent pour boire, parce qu'on a un peu, on sent la déshydratation liée à l'alcool. L'alcool déshydrate. Et l'alcool vous fait passer plus de temps en sommeil paradoxal et non pas en sommeil profond. Ce qui fait que vous avez un sommeil agité qui n'est pas aussi récupérateur que ça, avec beaucoup plus de micro-réveils. Donc, vous ne le sentez pas forcément, mais vous vous serez réveillé plus avec l'alcool que sans alcool. Soignez aussi les repas, à l'inverse, trop légers. Pardon. Je vais juste boire un coup. Excusez-moi. Évitez aussi les repas trop légers. Vous savez, il y a un adage qui disait qui dort dîne. Hein, voilà. Alors, on se disait, c'est pas très grave de sauter le repas du soir parce que si on va dormir, c'est comme si on avait dîné. C'est plutôt l'inverse, on devrait dire qui dîne dort. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui dort dîne, c'était une formule utilisée par les hôteliers qui voulait dire celui qui dormait avait le droit de dîner. Et ça n'a rien à voir avec un vrai équilibre nutritionnel, mais c'est rentré en légende comme ça, comme si le soir, on pouvait complètement se passer de manger. Alors, certains, oui. Mais pour beaucoup de personnes, il est nécessaire d'avoir quand même une répartition de son apport énergétique, jusqu'à presque 35% de l'apport énergétique de la journée qui va se prendre le soir. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse, si vous avez faim, vous ne vous en rendrez pas très compte, mais pareil, votre cerveau va régulièrement revenir et se connecter, et donc pareil, des micro-réveils. Ne dînez pas trop tard. A priori, il serait entendu que de dîner 4 heures avant de se coucher serait idéal. Si vous avez une heure de sommeil programmée, une heure de coucher aux alentours de 23 heures, essayez de dîner à 19 heures. Ne dînez pas trop tard. Il ne faut pas que vous soyez en digestion au moment où vous allez vous coucher. Et bien évidemment, ne multipliez pas les excitants, principe de base, mais quand même, le café, le thé, etc. vont plutôt vous exciter. Et même si vous n'avez pas l'impression, ça n'aide pas votre sommeil. On va privilégier le soir dans son assiette plusieurs choses. On va privilégier les protéines. Alors, quand je dis protéines, je parle viande, poisson, œufs ou protéines végétales dans les légumes secs. Si vous les digérez, sinon le soir, évitez par contre
de manger des lentilles, un gros plat de lentilles, et finalement de ne pas les digérer et de penser à moi tout le reste de la nuit en vous disant mais quelle idée idiote, il ne fallait pas en manger. Donc les légumes secs, c'est uniquement si vous les digérez bien. Sinon, tournez-vous plutôt vers un petit morceau de viande, de poisson ou d'œuf, parce que dans les protéines, vous allez avoir du tryptophane, et le tryptophane, c'est lui qui va faire la mélatonine aussi, donc pareil, l'hormone du sommeil. Donc, mangez de la viande, mangez des poissons, des œufs et des légumes secs si vous les digérez. Pensez à avoir des graisses de bonne qualité, des oméga 3 et des oméga 6. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on les trouve dans les huiles dont on parlait tout à l'heure, olive et colza, mais on va aussi les trouver dans les poissons gras, saumon, thon, anchois, sardines, maquereaux, tout ça, ce sont des poissons gras. On va aussi les trouver par exemple dans l'avocat, dans les oléagineux, toutes les noix, les noisettes, les amandes, les noix de macadamia, les noix du Brésil, etc. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des bonnes graisses. Et le cerveau les adore parce que sa membrane est constituée de bonnes graisses. Donc, c'est un meilleur fonctionnement cérébral et ça favorise aussi le sommeil. Et pour favoriser aussi encore l'endormissement, des glucides, donc surtout complexes. Là, on parle effectivement de féculents, donc de pâtes, de riz, de blé, etc. Plutôt semi-complet, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, dans le fond, l'assiette idéale, elle est faite un peu comme à midi, mais dans des peut-être moins grandes quantités, d'une protéine, donc d'un morceau de viande, poisson ou œuf, de légumes, de bonnes graisses et aussi effectivement de féculents complets et semi-complets. On évite le verre de vin, on évite les excitants, on évite les mauvaises graisses et on évite le sucre. Et là, on a un repas idéal dans le fond pour aller se coucher et puis surtout aussi pour bien digérer. Alors, il y a quelques aliments qui par contre sont connus pour avoir des propriétés. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de vous gaver par exemple de chicorée rouge et puis d'ail le soir avant d'aller vous coucher, ou qu'il y a un aliment qui va vraiment vous faire dormir. Par contre, ce sont des aliments où effectivement, soit parce qu'on trouve du tryptophane dedans, soit parce qu'ils sont complexes en termes de glucides, on sait qu'ils sont plutôt bons pour l'endormissement. Alors là, vous voyez, je vous ai mis la liste, donc comme dit, vous l'aurez dans la transmission du PowerPoint. Vous avez des yaourts, le yaourt, la chicorée rouge, l'ail, l'oignon, le potiron, on est bien dans la saison là du potiron, les noix et surtout les noix de cajou, qui sont en plus des graisses d'excellente qualité, donc mangez quelques noix de cajou le soir, les pommes de terre et la salade. Pommes de terre, je rajoute juste un bémol, si vous la supportez, la pomme de terre peut aussi un petit peu ballonner. Certaines tisanes, tilleul, camomille, verveine, lavande, passiflore, valériane, tout ça, elles sont connues aussi pour avoir des propriétés calmantes et apaisantes. Le lait chaud, c'est pas une légende, quand on a collé des biberons parfois un peu chauds pour aider nos enfants à s'endormir, et ben c'était pas complètement faux parce qu'en fait, dans le lait chaud, vous avez du tryptophane et donc effectivement, vous avez de la mélatonine qui est plus facilement sécrétée après. Et les graines de courge, de sésame, de tournesol, le lupin. Alors attention, le lupin, c'est un allergène, mais les autres graines en général aussi sont des aliments qui sont alliés du sommeil. Alors, en conclusion, mais ce ne sera pas la conclusion de notre entretien, pas du tout, mais en conclusion en tout cas de cette première présentation, j'ai envie de vous dire que tout est toujours, pour travailler vraiment dans le domaine de la santé et de la nutrition. Il y a vraiment une vraie triptyque entre l'activité physique, votre alimentation et votre sommeil. Vous pouvez effectivement soigner les trois et les trois vont mieux se porter. Quand l'un est vraiment dégradé, vous risquez de dégrader aussi les deux autres. Et c'est vrai que la meilleure des hygiènes de vie, c'est vraiment de prendre soin de ces trois paramètres qui sont dans le fond les seuls sur lesquels vous avez la main. Vous n'avez pas trop la main sur sur votre stress, vous n'avez pas tellement la main sur ce qui se passe dans votre vie, vous n'avez pas tellement la main sur la charge qui vous incombe. Il y a des choses que vous pouvez peut-être enlever, mais dans le fond, pas tant que ça. Par contre, vous pouvez essayer d'avoir la main et puis du coup de décider d'intégrer un peu d'activité physique, de faire attention à votre alimentation et également aussi, il y a des personnes dans la salle d'attente. Michel, tu as vu qu'il y avait des personnes dans la salle d'attente? Oui, il y en a une, je l'ai fait rentrer là. Ouais, oui. D'accord. Ok. Donc voilà. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de juste peut-être couper votre micro parce que sinon ça résonne beaucoup?
Vous voyez le petit micro? Comme ça, vous le cochez. Vous cliquez juste dessus. Super. Bravo. Merci. Donc, effectivement, de soigner cette triptyque par rapport au sommeil. De faire très attention au sommeil sans intégrer un tout petit peu d'activité physique et chasser la fatigue nerveuse, ce ne sera pas suffisant. De faire juste de l'activité physique, mais le soir de manger n'importe comment, ce ne sera pas suffisant. Bien évidemment aussi, et ça j'en ai pas trop parlé en première partie, faites attention. Alors je sais que là je vous assure que je suis mal placée pour en parler parce que je fais malheureusement tout ce que je dis de ne pas faire, hein, bien sûr, mais le soir mettez-vous aussi dans des rituels d'endormissement, dans des prédispositions pour trouver un bon sommeil. On ne peut pas s'arrêter après avoir vu une série particulièrement stressante ou juste parce qu'on vient de finir toutes ces tâches et puis on n'a pas pris 5 minutes pour se mettre un petit peu dans des bonnes dispositions pour s'endormir ou être sur les écrans à se stimuler. Les écrans envoient de la lumière au cerveau, donc pareil, ils envoient un mauvais message, on ne va pas s'endormir dans la minute d'après. D'accord? Donc d'avoir au moins une interruption des écrans 1 heure avant d'aller dormir. C'est ce qui est aussi largement recommandé. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple, hein, parce que parfois, on se met enfin devant la télé quand les enfants sont couchés. Quand on a enfin fini sa journée, on peut un peu s'occuper de soi, puis on a envie aussi parfois un peu d'un bon film ou quelque chose. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la conclusion, mais de la présentation. Je vous invite maintenant à me poser des questions si vous avez envie. De parler encore un petit peu d'alimentation. Michel m'avait demandé en introduction. Michel, tu es encore là? Oui, je crois. Hein, oui. Oui, Oui, tu es là. J'ai l'impression de faire du spiritisme, tu sais. Michel, es-tu là? Tu es avec nous? oui. Oui. Michel m'a demandé en introduction de vous faire parvenir, et je le ferai, quelques petites recettes de plats très équilibrés, complets, faits en 10-15 minutes, hein, pour vous montrer quelques exemples. Mais sachez que dans le fond, la bonne alimentation, elle est toujours assez simple. Moi, je suis contre les régimes, je suis contre les restrictions, je suis contre les régimes qui s'imaginent qu'on peut tout à coup manger qu'un seul aliment et que ce sera l'aliment miracle, ou qu'au contraire, d'enlever complètement un aliment va être la solution à tout, je ne pense pas. Par contre, dans le juste milieu et dans la modération, on trouve l'équilibre alimentaire. Voilà, messieurs, dames, pour cette première partie. Je vous invite, alors je ne sais pas comment Michel tu fais d'habitude, on lève la main, on fait comment pour que je sache comment faire pour gérer les questions? Oui, soit vous levez la main si vous avez des questions, alors vous ouvrez votre micro et puis vous parlez, voilà. Ouais. Le premier qui a le micro ouvert a gagné. Hein. Voilà, Stéphanie, je vous écoute. J'aurais une question par rapport aux excitants. On dit d'éviter le café, etc. Mais en termes de quantité, je ne sais pas ce que ça peut représenter. Alors, sachant que là, ce que je vais vous donner, Stéphanie, c'est une indication, bien évidemment. Chez certaines personnes, ce sera déjà bien trop et chez d'autres, ils sont très en dessous de leur seuil. Par contre, en termes de caféine, on sait qu'il faut éviter d'excéder 3 à 4 tasses par jour. Mais qu'en dessous de ça, l'incidence est très faible sur l'excitation et surtout, la caféine peut même être un peu un stimulant intellectuel, etc., à utiliser le plus tôt possible dans la journée, hein, bien sûr. Mais c'est 3 à 4 tasses qui sont préconisées. Mais attention, si vous sentez que vous avez presque des palpitations après le 3e, bien évidemment, arrêtez-vous avant. Quoi, hein, ouais. Et puis dans les excitants, c'est vrai qu'il y a café et thé, on pense à cela. Attention aussi aux excitants un peu dans les sodas, hein, puisque dans les sodas, il y a souvent dans les coca, etc., des choses excitantes. Et souvent, les gens qui fatiguent beaucoup, qui ont une grosse dette de sommeil, finissent par carburer. Moi, j'ai des patients là qui travaillent 15-16 heures par jour. Et ils me disaient qu'en ce moment, ils avaient développé une vraie addiction au coca parce qu'en fait, ils s'envoient des coups de sucre pour tenir, et puis après, ils ont de nouveau un coup de pompe, ils renvoient du coca, et voilà. Et à coup de soda et de choses comme ça, ils sont effectivement devenus un peu accros au coca, avec les conséquences sur le poids que ça peut engendrer aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et même le sucre du café. Pardon ?
Même le sucre dans le café, du coup, si on boit 4 tasses, ouais. Exactement, exactement. Alors c'est vrai aussi que parfois je parle de sucre aux personnes et puis ils pensent systématiquement à ce qu'ils ont mangé, mais vous avez raison. Où j'ai déjà rencontré, par exemple, à l'époque, c'était un monsieur d'origine marocaine et puis je cherchais à pourquoi il avait autant de sucre dans le sang. Jusqu'à ce que je pense au thé à la menthe. Et quand tout à coup, je lui ai demandé s'il buvait du thé, il a affiché un énorme sourire. Et puis, c'est là qu'il m'a expliqué qu'il buvait 1 litre dans la journée et qu'il mettait à chaque fois un sucre dans la petite tasse. Donc voilà, de temps en temps, oui, ça peut clairement aussi influencer. Le problème du sucre, Stéphanie, et les autres, hein, bien évidemment, c'est que quand vous prenez du sucre, vous avez votre glycémie qui va monter très vite, très fort. Donc, sur le coup, vous avez un effet boostant. Le problème, c'est que vous allez ensuite sécréter de l'insuline, hein, qui est l'hormone qui gère le sucre. Et cette insuline va devoir s'occuper de ce sucre, le faire rentrer dans les cellules. Sauf que du coup, elle va agir proportionnellement à la montée. Plus vous avez une décharge de sucre, plus ça va chuter d'un coup. Donc, vous vous retrouvez 1 à 2 heures après une prise de sucre à être à nouveau complètement à plat. Du coup, le corps va vous faire quoi? Redonne-moi du sucre. Et c'est comme ça que vous rentrez avec cette mécanique du sucre qui appelle le sucre. Oui. D'accord. Et alors, effectivement, on développe un peu un côté très accro parce que ça nous fait du bien, mais dans le fond, c'est un cercle très, très vicieux qui s'installe. Il vaut mieux un bon repas bien équilibré qui nous nourrit bien et qui fait qu'on n'a pas besoin de sucre le reste de la journée. Okay, j'ai répondu, merci. Stéphanie? Oui. Oui, merci. D'autres questions? Oui, moi j'en ai. Moi, je voulais savoir si on peut se fier réellement aux indices genre A, B, C là sur les boîtes. Et parce que moi, c'est vrai que je favorise les surgelés, les légumes. Je prends beaucoup de légumes en surgelé, par contre. Parce que les frais, ils ont tendance à pourrir assez rapidement, donc du coup, voilà. Et pareil pour les compotes, surtout pour mes enfants. Parce que justement, moi, j'essaye. Avant, j'étais une malbouffe et puis depuis, j'ai appris quand même à essayer d'équilibrer les choses. Mais c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps, donc c'est pour ça que j'ai favorisé le surgelé. Et par la même occasion, donc savoir si oui ou non, je pouvais me fier réellement aux indices A, B, C. Voilà. Alors, merci Emmanuel. Effectivement, donc il y a 2 questions. Il y a ce Nutri-Score, hein, A, B, C, D, de voir si c'est fiable ou pas. Et la deuxième question, de voir effectivement si surgelé et autres produits comme ça, un petit peu pour aller vite, peuvent convenir. Hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Alors, le Nutri-Score, Emmanuel, le problème, c'est que, allez, j'allais dire, dans 80% des cas, ça nous donne quand même un peu une indication de ce qu'on est en train d'acheter. Quand un produit est rouge, il est rouge, d'accord? Par contre, le problème, c'est que parfois, il est vert, alors que très franchement, je l'aurais mis en orange. D'accord? Parce que eux, leurs critères sont vraiment très, très définis. Donc, il suffit que le produit, par exemple, ne contienne pas plus de sel que ça, pas plus de sucre que ça, pas plus de graisse que ça. Ils vont le mettre dans le verre, alors qu'il sera peut-être largement, effectivement, rempli d'additifs, rempli, par exemple, aussi de mauvais sucre. Vous savez, quand, par exemple, sur les gâteaux, vous voyez sucre inverti, sirop de glucose, fructose, etc. C'est des bombes à retardement, c'est des produits qui devraient être interdits tellement c'est du poison pour le corps, vous voyez. Mais bien évidemment que si le produit rentre quand même dans la notation et puis qu'il n'est pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, il peut sortir en B, alors que franchement, c'est pas un produit super. D'accord? Donc, j'allais dire, quand ils sont rouges, vous pouvez largement vous y fier. Ouais. Par contre, quand ils sont verts, Emmanuel, n'hésitez pas à aller un tout petit peu plus loin. Lisez la liste des ingrédients. Quand vous lisez une liste des ingrédients, vous prenez juste de temps en temps 3-4 minutes pour regarder. Plus la liste est longue, plus il faut le reposer. Plus il y a de mots dans la liste dont vous n'avez jamais entendu parler, reposez-le aussi. Je vous donne un petit exemple précis. Entre des gâteaux Bonne Maman à la cuillère, d'accord? J'ai cela en tête parce que j'ai déjà utilisé ces étiquettes-là pour des ateliers. Vous prenez des petits gâteaux cuillère Bonne Maman. Quand vous regardez la liste des ingrédients, vous allez en avoir 6. Des œufs, de la farine, du sucre glace, qu'est-ce qu'ils ont pu encore mettre dedans? Enfin, je ne sais pas, peut-être un peu de beurre, un peu de matière grasse, et c'est tout. Il ressemble presque à un gâteau qu'on aurait fait maison. À l'inverse, vous prenez parfois des gâteaux type Oreo ou très, vraiment fait pour plaire aux enfants en plus, hein, chocolaté, machin. Et là, vous vous retrouvez avec une liste d'ingrédients. Vous allez avoir une liste longue comme ça.
une vingtaine de produits. Des sirops de glucose fructose, des sucres invertis, du sucre qui revient à 3-4 reprises dans la liste. Surtout, Emmanuel, reposez-le et achetez quelque chose de plus basique. Achetez-lui un yaourt, achetez-lui des fromages blancs, des petits suisses, avec, pourquoi pas, des fruits surgelés, parce que moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, le surgelé. Alors, le surgelé, je distingue les produits préparés surgelés et les produits bruts surgelés. Si vous me dites, j'achète régulièrement des carottes en rondelles surgelées, des courgettes en rondelles surgelées, des mélanges de légumes verts, voilà, qui ne sont pas cuisinés, alors Emmanuel, vraiment, je vous incite à continuer. C'est pratique, ça permet de ne pas découper tous les végétaux, de les laver, de les éplucher. D'accord? On gagne du temps. Voilà. Et parfois, vous avez raison, les produits frais, le temps qu'on s'en occupe dans le frigo, et mince, il est un peu ramolli, il n'a plus beaucoup de vitamines, j'aurais mieux fait d'avoir un légume surgelé. Par contre, effectivement, surtout pas aller vers des produits type ratatouille cuisiné. Là, ils vont vous mettre souvent un petit peu de sucre, l'air de rien, trop de sel, l'air de rien, d'accord? Mais, ou alors avoir aussi, moi je sais que j'aime bien avoir, tant en hiver, ça change un peu, quelques fruits rouges en surgelé ou quelques mangues surgelées, avec un yaourt, ça vous fera un dessert ou ça vous fera faire des compotes maison aussi, plus rapidement. Hein? Ça peut très très bien dépanner. Ou alors de revenir à des goûters simples et des collations simples aussi pour nos enfants. Hein. Une tranche de pain complet avec un carreau de chocolat noir, ou légèrement aller au lait, mais peut-être pas le blanc, mais un carreau de chocolat au lait avec une tranche de pain complet, très bien. Et avec une mandarine ou une clémentine, et ça fera une super collation, même pour nous, si on en a besoin à un moment donné dans la journée. Ouais, c'est clair. D'accord. Voilà. C'était bon, Emmanuel? Oui? Oui, merci. Oui. Donc, je ne suis pas trop dans le mauvais. Je vous ai rassuré, c'est déjà ça. Evelyne, c'est vrai qu'on a Evelyne et Yveline, hein, c'est ça? Oui. Laura, est-ce qu'il y avait des choses, Yvette, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez entendues qui vous ont un peu interpellé ou surprise, ou est-ce que dans l'ensemble, ça vous a juste un peu remis quelques petites piqûres de rappel ou refait quelques petites piqûres? Moi, j'ai une petite question. En fait, je suis là en tant qu'éducatrice et j'accompagne une petite qui a 3 ans et demi pour qui on a déjà vu que l'alimentation avait un fort impact sur son comportement dans la journée déjà. Et elle a des troubles du sommeil importants, notamment a fait des terreurs nocturnes. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi pour prendre un petit peu des petites astuces. Aussi, je me demandais les tisanes, si ça pouvait être adapté aux enfants ou pas. Alors, les tisanes, oui, la preuve, même dans les crèches, etc. C'est vrai que parfois ils leur donnent des petites choses très très neutres. Alors elles sont très très claires et puis elles sont bien évidemment quasiment pas infusées. L'idée c'est juste presque de faire boire avec une légère teinte. Mais oui, vous pouvez effectivement utiliser les tisanes apaisantes sur une petite fille de 3 ans et demi. Quand vous parlez, Laura, de difficultés avec l'alimentation avec une enfant de 3 ans et demi, vous pensez à quoi? Parce que vous dites qu'elle a une alimentation déjà un peu particulière. Elle a des troubles. Par exemple, elle faisait en tout cas beaucoup de RGO. Oui. Et puis, donc, la maman a modifié, par exemple, les petits déjeuners. Elle les donne avec une quantité moindre. Et puis, elle a aussi modifié et du coup, les RGO ont quasiment disparu. Du coup, elle est plus disponible de manière générale. Elle est sûrement aussi moins douloureuse parce qu'elle fait aussi beaucoup d'efforts de digestion. On voit qu'elle cherche des postures pour trouver un peu plus de bien-être. Maintenant, les troubles du sommeil restent encore très présents. Donc il y a des tests qui sont faits en parallèle, mais du coup, comme on sait que l'alimentation a un impact sur son comportement dans la journée, la question c'était aussi pour la nuit, est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi des solutions de ce côté-là, quoi?
Alors, bon, il y a plusieurs réponses. La première, Laura, d'abord, c'est que je connais bien le problème parce que moi, j'ai ma dernière qui avait souffert de terreur nocturne pendant presque un an, hein, justement à ces âges-là, entre 3 et 4 ans. Donc, en plus, c'est vrai que c'est en plus très impressionnant hein, parce que dans le fond, c'est pas un cauchemar, hein, c'est un enfant qu'on n'arrive pas à réveiller. Et puis ça sert même à rien hein, d'ailleurs de le réveiller. Donc malheureusement, Laura, en tant que diététicienne, je n'ai jamais réussi à trouver quelque chose en lien avec l'alimentation pour les terreurs nocturnes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, encore plus que chez un autre, un enfant a besoin d'un équilibre alimentaire. Donc il a besoin de goûter à tout, mais il a besoin aussi effectivement d'éviter, un peu comme nous, hein, dans le fond, surtout l'ouverture au sucre, hein, donc surtout le côté en plus, à cet âge-là, on a envie parfois de leur faire plaisir très facilement. Bah tiens, un petit gâteau, parce que voilà, parce que on a envie de les nourrir, on a envie de leur voir avoir un grand sourire quand ils mangent, etc. Donc, ils ont clairement le sucre en ennemi aussi. Pour vous donner un petit chiffre, j'aimais bien le donner parce que je trouve qu'il est parlant. À aujourd'hui, dans la génération là qui arrive, à 7 ans, ils ont mangé plus de sucre dans toute leur vie que les grands-parents, que leurs arrière-grands-parents dans toute une vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à 7 ans, ils ont déjà consommé ce que leurs arrière-grands-parents mangeaient dans toute une vie en sucre. Donc, ils sont surexposés au sucre, avec bien évidemment des impacts de glycémie qui sont très forts et très nombreux. Donc, moi, j'aurais envie de dire à cette petite, enfin aux parents de cette petite et à vous, éducatrices, de surtout bien veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de traces de sucre, des repas très équilibrés, et le soir, effectivement, un repas complet, mais léger en la laissant bien se réguler. C'est-à-dire que quand elle n'a plus faim, de la laisser manger léger, même si on a peur que ce soit trop léger. Et après, bien évidemment, effectivement, ouais, de faire attention quand même aux à-coups de sucre, particulièrement. Mais malheureusement, je ne connais pas, et pourtant, Dieu sait si je me suis documentée sur les terreurs nocturnes. Et on n'a jamais su, hein, ça s'est arrêté comme c'est venu, et ben, elle dort très bien. Bon. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Ça a répondu, Laura, à votre question? Oui, oui. Et j'en profite, j'en ai une autre petite. Tout à l'heure, vous parliez des graines comme alliées du sommeil aussi, mais je me suis pas noté en quoi c'était bon les graines justement. Eh ben, là, c'est simplement dans les propriétés, effectivement, du sésame, des graines de courge, etc. Il y a beaucoup d'antioxydants aussi. Et a priori, ça aurait un impact sur le sommeil. C'est pas très avéré. Ça fait partie de ces choses où on est en phase de découverte. Hein. Vous savez qu'en termes d'alimentation, il y a beaucoup de choses. Hein. Idem pour les probiotiques. D'ailleurs, vous me faites penser à ça, Laura. Hein. Vous savez, les probiotiques, donc, qui sont ces micro-organismes qu'on peut prendre sous forme de cure pour rétablir sa flore intestinale, ça aurait un impact sur beaucoup plus de choses que ce qu'on s'imagine. Mais comme il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas toutes les réponses, et ben parfois, moi, je dis que ça vaut le coup aussi d'expérimenter, bien évidemment dans la mesure de ce qui est raisonnable hein, dans les expériences, mais en tout cas, les graines auraient a priori un effet plutôt allié du sommeil. Alors bien évidemment, on ne se gave pas non plus de graines de courge ou de graines de sésame, hein. On parsème les plats ou une soupe avec quelques graines de courge grillées, ce genre de choses. Mais a priori, on a vu un impact positif sur le sommeil. Les probiotiques aussi, comme dit, alors je fais une petite parenthèse, donc pourquoi pas faire aussi de temps en temps dans l'année des cures de probiotiques qui aident, on le sait, à l'immunité, etc. Mais aussi peut-être, il y a des pistes qui sont en train d'être ouvertes sur la qualité du sommeil, sur l'humeur, sur beaucoup de choses en même temps avec les probiotiques. Alors, ça se trouve en pharmacie. Hein. Vous allez chez votre pharmacien, puis vous lui dites simplement que vous voulez faire une petite cure de probiotiques. Il va vous donner des souches. Donc, en fait, vous allez avaler 1 milliard de petites bactéries. Vous verrez, ce n'est pas désagréable. Hein. C'est une petite poudre. Et puis, vous faites ça sur 2-3 jours et vous avez en fait rétabli un petit peu votre flore intestinale. Ça, ce sont les probiotiques. C'est très prometteur aussi ce qu'on finit par trouver sur les probiotiques. Comme les intestins sont liés au cerveau et que le cerveau est lié aux intestins, hein. Alors, il y avait des personnes que je ne vois pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, si elles vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les envoyer à Michel. Hein, j'y répondrai quand même par l'intermédiaire de Michel. Si jamais elles devaient venir par après, ou parfois on décante et puis on se dit tiens, j'aurais dû en profiter pour poser telle question.
Michel, toi, tu avais une question, Michel? Peut-être par rapport au reflux gastrique. Donc, c'est surtout le sucre qu'il faut pas. Parce que tu as ça souvent quand tu te couches le soir, tu as des problèmes de reflux gastrique. Donc, je sais qu'il faut éliminer le sucre, mais en dehors de ça. Alors, il y a d'autres choses, effectivement, Michel, pour tout ce qui est, alors ce qu'on appelle le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. C'est en fait une partie du contenu de l'estomac qui passe de façon anormale et qui remonte un peu dans l'œsophage. Donc, ça nous donne des brûlures, une situation d'inconfort. Alors, Laura a déjà donné une piste quand elle a parlé de la petite qui cherche des positions. Eh bien, déjà, c'est très bête. Quand on a du reflux, il faut soigner les positions. Là, vous voyez, par exemple, nous toutes, pratiquement nous tous, on est un peu trop penchés en avant en train d'écraser notre sangle abdominale. Et bien, si on a du reflux gastro-œsophagien, je vous garantis qu'on ne se fait pas du bien. Du coup, on s'est tous mis en arrière un petit peu. La meilleure des positions, c'est bien évidemment une position où je me tiens droite, où je tire un petit peu sur ma sangle abdominale. Pareil, pas de compression abdominale avec des ceintures. Ça, Laura, vous pouvez regarder aussi sur la petite. Pas de jeans, vous savez, qui tombent pile sur son nombril ou d'élastique. Ils ont souvent des petits pantalons à élastique à cet âge-là. Parfois, c'est un peu serré au niveau du nombril. C'est pas du tout agréable quand on fait du reflux gastro-œsophagien. Et après, avec le reflux gastro-œsophagien, Michel, adulte, il faut éviter les tomates. Il faut éviter les aliments grosso modo, ceux qui sont acides. Il faut éviter aussi l'alcool, le chocolat, ça va pas te plaire, les épices. Tu vois, je savais, hein. Les épices et l'alcool, voilà, pour le reflux gastro-œsophagien. Et idéalement, quand on a du reflux, perdre quelques kilos fait du bien parce qu'en fait, on aura moins de pression sur le ventre et donc on aura moins de reflux aussi. Alors surtout aussi, s'il y en a parmi vous qui souffrent de vrais problèmes du sommeil, moi je les invite fortement à faire des tests d'apnée si jamais il y a un doute d'apnée du sommeil. Il y a beaucoup d'apnéistes qui s'ignorent, hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop, on leur a jamais vraiment dit et on découvre des années plus tard. Pour vous donner une petite anecdote, moi j'ai un patient, on vient de lui découvrir une apnée sévère et en fait on s'est rendu compte que très certainement depuis 2 ans, il n'avait pas plus que 2 heures de sommeil profond par nuit, depuis 2 ans. Sauf qu'en fait, il s'était habitué à cet état de fatigue, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on lui demandait si ça allait, il disait bon, crevé, mais il s'était habitué à cet état sans se rendre compte que c'était complètement anormal et qu'il faisait beaucoup d'apnée du sommeil, ce qui est très fatigant pour le cœur, hein. Donc il faut s'appareiller, il faut le prendre en charge si jamais. Et on dort du mieux quand on récupère après du sommeil de qualité. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui en font et malheureusement qui ne sont pas testés ou pas diagnostiqués comme apnéistes, quoi, hein, donc c'est pas le grand bleu, hein, c'est c'est la nuit. Mais l'apnée C'est pas dans l'eau. excuse-moi. L'apnée du sommeil, c'est un peu comme si on était insomniaque. Je veux dire, est-ce que le fait qu'on dort mal, c'est le fait qu'on est réveillé ou on peut faire les 8 heures en faisant de l'apnée et on n'a pas le Alors, sommeil qui se récupère? vous pouvez tout à fait, Emmanuel, faire 8 heures de sommeil et ne pas vous rendre compte que vous avez été en apnée. Alors, c'est vraiment de l'apnée, c'est-à-dire que c'est des gens qui arrêtent de respirer pendant 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en plein sommeil. Votre corps enregistre, le cerveau enregistre qu'il n'est plus oxygéné. Donc, il met tout en réveil et vous faites des micro-réveils sans vous en apercevoir pour tout le temps vous remettre à respirer. Donc, en fait, c'est de la vraie apnée. Alors, il y a des gens chez qui c'est flagrant et puis c'est le conjoint ou quelqu'un qui finit par dire « Écoute, c'était bizarre, j'ai cru cette nuit à un moment donné que tu respirais pas, j'étais réveillée, j'ai cru que tu respirais pas. » Parfois, c'est simplement des gens qui sont des gros ronfleurs. Et l'apnée passe dans les ronflements, mais on ne se rend pas compte. Vous savez, vous entendez un peu le ronflement, puis tout à coup, vous voyez la personne et puis qui repart. Donc, effectivement, qui respire de nouveau à ce moment-là. Mais il y a des petites apnées dont on ne se rend pas trop compte, qu'on n'entend pas. En tout cas, la personne qui dort à côté n'est pas sûre de l'entendre et la personne qui en fait ne le saura pas. Au réveil, elle pourra se sentir un peu fatiguée, mais elle peut peut-être aussi s'habituer, comme dit, à avoir toujours l'impression qu'elle aurait bien dormi 1 heure de plus. Vous voyez ? Ah, oui. Donc, moi, je trouve que dans le doute, c'est intéressant de creuser. Alors, en fait, votre médecin traitant va vous prescrire un appareil, il va vous le prêter, vous allez le mettre. Pas très agréable, mais au moins, on va voir exactement ce que vous faites pendant la nuit. Et parfois, on a des surprises, quoi. D'accord. C'est ça l'apnée du sommeil, hein. Alors, il y en a des modérés, puis parfois, c'est sévère. Ça peut aller jusqu'à, je ne sais plus combien de dizaines d'apnées il y en a qui font plusieurs dizaines d'apnées par heure, hein. Donc, en fait, ils s'arrêtent régulièrement de respirer presque chaque minute, hein.
Mais alors après, comment ils soignent l'apnée? Alors après, malheureusement, le traitement est un peu lourd, hein, mais il vaut la peine parce que d'abord, il y a deux choses à faire. Il faut essayer de perdre du poids parce que très souvent, de perdre quelques kilos fait aussi revenir en arrière et on a moins d'apnée. Et la deuxième des choses, c'est qu'on vous prête un appareil, un espèce de masque que vous placez sur le visage qui vous oxygène tout le temps en fait et qui va vous empêcher de tomber en apnée. Qui va vous oxygéner tout le temps. Alors, c'est pas très agréable. Il y a des gens qui, au début, mettent du temps à accepter l'appareil, parce que la nuit, vous arrachez l'appareil, vous en avez marre, ça fait un peu de bruit. Et puis après, quand on est habitué, on n'a plus d'apnée du sommeil. Et par contre, ils arrivent à vous tracer et à vous dire que vous êtes passé de 1h30 de sommeil récupérateur à 5-6 heures par nuit. Et là, votre vie change. Vous vous retrouvez à nouveau fraîche et dispose le matin, quoi. D'accord. Et c'est à vie, ça, ou ça peut du jour au lendemain revenir à la norme? Alors, moi, la plupart de mes patients qui en ont, quand ils perdent du poids, ils reculent face à l'apnée. Il y en a qui s'arrêtent. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui, après, gardent l'appareil des années et des années. Et c'est dû à quoi? L'héréditaire ou c'est naturel ou est-ce que c'est dû… Alors, c'est une complication respiratoire qui peut être liée au poids. Je ne sais pas s'il y a vraiment des antécédents, s'il y a de l'hérédité dans l'apnée du sommeil. C'est très souvent une complication liée au poids, mais parfois, ce n'est pas forcément un poids énorme. Parfois, c'est juste aussi un peu d'obésité, enfin, ce qu'on appelle, nous, l'obésité abdominale, c'est-à-dire juste, vous savez, chez les hommes, en général, ils stockent plus au niveau du ventre, mais la femme, passée la cinquantaine, elle stocke aussi au niveau du ventre. Il y a un peu de graisse qui se met qui n'y était pas avant. Et ben effectivement, ça peut déclencher des apnées. C'est un vrai trouble du sommeil. D'accord. Alors, je ne veux pas tous vous affoler, je ne veux pas tous que vous soyez appareillés demain soir, mais si vous avez un doute, faites-le, vraiment. Ça peut améliorer la qualité. Et après, alors on en a déjà parlé avec Michel, moi je vous conseille vraiment aussi de recourir à des outils de méditation, de respiration, de relaxation, de la sophrologie, tous ces outils qui aident vraiment à gérer des insomnies, qui aident à gérer des problèmes d'endormissement en vous mettant dans des bonnes dispositions, apprendre à respirer calmement. Il y a des exercices de respiration cardiaque qui sont hyper intéressants pour se calmer, pour se mettre en état de s'endormir. On ne peut pas se mettre espérer dormir alors qu'on sent qu'on est un vrai paquet de nerfs, par exemple. C'est pas possible. Il va falloir d'abord trouver un moyen de se calmer pour ensuite rentrer dans le sommeil. Moi, j'avais aussi un petit truc quand je m'occupais donc de mon fils. Donc, c'était des journées compliquées, etc. Et ce que je faisais pour m'endormir, je visualisais une image, ou alors je pensais à un moment heureux de ma journée. Il n'y en avait pas tant que ça, mais bon, suffisait que je pense au sourire de mon fils et c'était bon. Et du coup, je gardais cette image et ça m'apaisait. Et du coup, j'arrivais à m'endormir plus facilement. Ça, c'était un truc que j'avais mis en place parce que je dormais pas beaucoup. Il se réveillait plusieurs fois la nuit, donc mon sommeil était très entrecoupé. Et du coup, je remettais cette image en place et puis ça me permettait de nouveau de dormir et tout ça. C'était un petit truc que j'avais et puis qui marchait et qui marche encore maintenant. Quand j'ai un peu de mal à dormir, j'essaye de penser à quelque chose de positif et quelque chose qui me plaît ou quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis j'ai vraiment une fixation sur ça et du coup je m'endors assez sereinement. Ouais. Est-ce que tu penseras à la conférence, tu crois, ce soir? Pardon? Tu crois que tu penseras à la conférence? Ouais, peut-être. Alors, là où moi je te rejoins complètement, c'est pour ça que je parlais effectivement des exercices de visualisation positive, c'est essentiel, c'est-à-dire soit effectivement de penser à un moment doux dans la journée, soit de trouver un endroit qui vous plaît, un souvenir de vacances, un endroit que vous affectionnez particulièrement et vous fermez les yeux et vous essayez vraiment, vraiment de vous y retrouver et de calmer votre respiration et de vous mettre dans cet endroit-là. Ça marche bien, les exercices de visualisation positive. Alors, les sophros peuvent vous aider à ça aussi. C'est vrai que c'est des vrais exercices que vous pouvez travailler avec une sophrologue. Est-ce qu'il y avait des dernières questions? Michel, est-ce que je te laisse le soin je ne sais pas. Ouais. Ouais.
Je te remercie beaucoup parce que c'était très clair et c'est pas trop compliqué. T'emploies pas des termes savants, donc c'est à notre portée. Donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, que ça va vous aider pour gérer peut-être un petit peu mieux vos problèmes de sommeil. Et puis surtout, n'hésitez pas, Céline est assez à l'écoute. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas effectivement à m'envoyer les questions que je lui transmettrai. Et puis, je sais qu'elle vous apportera la réponse adéquate. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Céline. Merci à tous d'être venus. Et puis, j'attends toujours vos propositions de conférences après. Donc, il y en a une notamment qui va être sur la sexualité, comment aborder la sexualité avec votre enfant handicapé. Donc, il me faudrait un peu de matière pour la sexologue. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour qu'elle puisse construire ses propos. Voilà. Et donc, la prochaine, ça sera sur le lâcher-prise. En janvier, le 20, maintenant j'ai pas la date, mais de toute façon vous aurez l'invitation. Donc comment pouvoir prendre du recul par rapport à votre situation et puis vous ressourcer. Donc ça sera une psychologue qui va l'animer. Donc voilà, j'espère que vous viendrez aussi. Voilà. Ok. Je vous remercie également pour vos sourires de la région de Nantes. Voilà. Enfin, j'étais du coup un petit peu, c'est bien près de vous cet après-midi, de mon Alsace. Et bien, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis voilà, en espérant que le printemps soit après bien positif pour tout le monde. Et puis voilà, soignez vos assiettes, soignez votre morale et bougez au maximum. Voilà. Ok. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir.